Aujourd'hui, oubliez la diplomatie aseptisée, les discours tièdes polis comme du marbre, et les analyses fades que les médias français recyclent jusqu'à l'écœurement. Ce qui s'est passé sur la scène internationale dépasse tout ce que Paris aurait pu imaginer. C'est un choc frontal, une onde de rupture, un séisme politique d'une violence rare. J.D. Vance, le vice-président américain, fraîchement installé aux côtés de Donald Trump, vient de pulvériser le vernis diplomatique que l'Élysée tente désespérément de maintenir depuis des années. Ce n'est pas une polémique de plus, pas un simple désaccord de couloir, c'est une déflagration, un coup de masse diplomatique qui traverse l'Atlantique, fracasse les certitudes de Paris et déclenche une panique froide jusqu'à Berlin. Les chancelleries européennes, crispées, observent cette scène avec un vertige inquiétant, car tout le monde a compris la portée du message. Ce n'est pas une critique, c'est un ultimatum. Au cœur du sommet, Vance éclate en plein vol le discours de Macron, l'interrompte, le coupe net, lui arrache le tapis sous les pieds avec une brutalité calculée, plus de phrases diplomatiques coulées dans le miel, plus de respect de façade. L'Amérique version Trump ne chuchote plus derrière les portes capitonnées des réunions bilatérales. Elle frappe, elle expose, elle tranche. Et cette fois, la cible, c'est directement Emmanuel Macron. Cette scène détruit définitivement la fiction confortable que l'État et ses chaînes publiques répètent comme un mantra. L'image d'une alliance transatlantique solide, indestructible, presque sacrée. En quelques phrases, Vance dynamite ce récit anesthésiant. Il annonce clairement que Washington ne fera plus semblant. Si la France continue à marginaliser ses propres citoyens, à transformer chaque dissident en paria, à bâillonner l'expression libre sous des lois ambiguës et des sanctions invisibles, alors les États-Unis interviendront directement et sans attendre l'approbation de Paris, pendant que les télés étrangères décortiquent l'incident avec une frénésie presque jubilatoire. Emmanuel Macron tente de se refaire une stature. Il se présente devant la presse avec son ton professoral habituel, mettant en scène un récit où il se place en stratège, en gardien de la raison européenne. Il affirme fièrement avoir eu un long entretien constructif avec J.D. Vance, comme si ce dernier avait besoin d'un cours improvisé sur la géopolitique venu d'un président français affaibli, isolé et contesté jusque dans son propre camp. Macron déroule ensuite son argumentation comme un professeur corrigé par son propre élève. Il répète, avec cette assurance un peu artificielle, que rien ne peut se résoudre sans l'accord de l'Ukraine, comme si Vance agissait comme un joueur imprudent sans réflexion stratégique. Cette attitude donneuse de leçons, cette morgue technocratique, c'est tout ce que les peuples européens ne supportent plus chez cette élite qui se croit encore le centre du monde. Puis vient le moment absurde où Macron ressort le vieux mémorandum de Budapest de 1994, ce papier qui n'a jamais empêché aucune guerre, brandi comme s'il s'agissait d'une arme juridique ultime, une relique que Macron présente comme le cœur de la solution, alors que tout le monde sait que les traités solennels ne valent rien quand les bombes tombent. Le président français s'enferme dans l'illusion bureaucratique, persuadé que l'Europe peut encore décider, alors que l'UE ne fait que réagir avec un retard perpétuel, et c'est précisément là que J.D. Vance explose. Selon plusieurs sources internes présentes dans la salle, il aurait lancé à Macron, devant tout le monde, une réplique cinglante qui glace encore l'atmosphère diplomatique. Il lui rappelle que l'Europe a eu 10 ans pour agir et qu'en 10 ans, elle n'a fait que discuter, hésiter, bloquer, complexifier, 10 ans perdus à tourner en rond pendant que la situation empirait. Vance martèle que l'Ukraine n'a pas besoin du bavardage éternel de Paris, mais de solutions tangibles, et que l'Amérique agira, avec ou sans l'accord de l'UE. Puis vient le tacle final, celui qui a fait défaillir plusieurs représentants européens. Vance accuse ouvertement la France et l'UE de mendier des milliards pour acheter des armes tout en laissant leurs propres armées dépérir, tout en étranglant leur population sous une inflation dévorante et des prix de l'énergie qui écrasent la classe moyenne. Une humiliation publique, un démontage en règle de la politique française. Pendant que Macron multiplie les discours, Vance agite,
Pendant que Macron se montre prudent, Vance impose le rythme, et pendant que Paris s'accroche encore à son vieux statut de faiseur de paix, Washington démontre qui fixe réellement le tempo de la politique mondiale. Ce contraste entre un Macron qui parle et un Vance qui agit prend alors une dimension presque symbolique. Ce n'est plus seulement un différend diplomatique, c'est une confrontation entre deux modèles politiques. D'un côté, une Europe bureaucratique, lente, paralysée par des comités, des procédures et une peur maladive de prendre des risques. De l'autre, une Amérique trumpiste qui avance comme un bulldozer idéologique, prête à renverser l'ordre établi pour imposer sa vision. Et Paris, pris au milieu de ce choc frontal, essaie encore de sauver son image alors que le sol se dérobe sous ses pieds. Mais ce qui se passe ensuite transforme l'incident en véritable incendie. Car ce n'est pas seulement J.D. Vance qui pointe la décadence française, c'est Anna Paulina Luna, figure de fer du Parti républicain, qui arrive en Europe avec un message clair, assumé, implacable. Elle ne vient pas flatter les institutions, encore moins jouer la diplomate souriante. Elle débarque comme une procureure venue dresser un acte d'accusation contre la France de 2025, et elle le fait non pas dans une interview, mais dans un face-à-face direct avec la direction du Rassemblement national. Luna rencontre Jordan Bardella et l'état-major du RN. Pas les députés du centre, pas les porte-paroles de Renaissance. Non, le RN, le parti que Paris tente encore de marginaliser, d'écraser, de caricaturer. Et ce geste, lourd de symboles, dit tout, Washington reconnaît désormais le RN comme acteur légitime, incontournable. Et potentiellement futur pouvoir en France, les diplomates français tremblent encore en revoyant les images. Et puis elle prononce les mots qui font exploser toutes les digues. Persécution politique en France. Oui, dit-elle. En France, en 2025, pas en Iran, pas en Chine, pas en Russie. En France, elle cite une jeune militante, poursuivie, menacée, ostracisée, qui demande l'asile aux États-Unis. Une demande d'asile politique venant d'une citoyenne française. Le simple fait que ce dossier existe est déjà un scandale international. Mais que Washington prenne ce dossier au sérieux, là, c'est une gifle magistrale pour l'Élysée. Et que fait France 2? Silence complète. Pas un reportage. Pas une enquête? Rien. Comme si taire la réalité allait l'effacer. Comme si cacher une vérité brûlante pouvait empêcher le monde de la voir éclater. Mais le cas de cette militante n'est que la pointe visible d'un iceberg immense. Car pendant que Washington observe, une autre affaire secoue la France. Une salle de conférence louée par la jeunesse du RN, un événement parfaitement légal, autorisé, ouvertement démocratique, devient soudain la cible d'une campagne de terreur. Des hôtels qui annulent, des prestataires qui se retirent, des employés qui suppriment leur nom, tous sous pression, menacés, intimidés. Pourquoi? Parce que des activistes d'extrême gauche orchestrent des menaces de mort, publient des listes de noms, harcèlent ceux qui n'obéissent pas. Et les autorités? Elles regardent, ou pire, elles participent par leur silence. Ce n'est plus de la protestation démocratique, c'est de l'extorsion politique. C'est de la terreur organisée, financée, parfois, par des syndicats massifs comme la CGT ou la CFDT, qui vivent pourtant des cotisations obligatoires des travailleurs. La CGT va même jusqu'à financer des bus pour faire descendre dans la rue jusqu'à 40 000 manifestants, 40 000 adultes, mobilisés pour empêcher quelques centaines de jeunes, certains à peine majeurs, d'exister politiquement. Et dans tout cela, où est Emmanuel Macron? Où est Renaissance? Où est le ministre de l'Intérieur qui prétend défendre la République? Personne. Rien. Silence absolue. Un silence qui n'est plus neutre. Il est complice. Et comme un écho terrible, Washington intervient de nouveau. Si vous ne protégez plus vos citoyens, ce n'est plus une affaire interne. Le message est historique, d'une gravité extrême. Les États-Unis mettent ouvertement en garde un pays allié. Ils interviennent sur le terrain politique français. Ils considèrent
que la France n'est plus capable de garantir les droits fondamentaux à sa propre jeunesse. Le RN est alors invité à Washington en délégation complète, pas pour une photo, pas pour un dîner mondain, non, pour un avertissement, pour une reconnaissance, pour une entrée officielle dans le jeu mondial, et les vieux partis paniquent. Car ce que J.D. Vance, Anna Paulina Luna et Donald Trump sont en train d'orchestrer, c'est un renversement total des rapports de force en Europe. À ce stade, Macron n'a plus le luxe d'hésiter. Il peut défendre les libertés fondamentales, la Constitution, ses citoyens, ou il peut continuer à se taire et laisser la France glisser dans une dictature d'opinion où seuls les discours autorisés ont le droit d'exister. Washington. Louis a déjà fait son choix. Il considère le RN comme l'interlocuteur légitime. Et si Macron ne se réveille pas, les prochaines législatives ne seront plus une élection, ce sera un verdict. Alors, la France écoute. Le peuple comprend. Le choc est là. Et cette fois, impossible de l'ignorer,